Le capitalisme est déjà mort et aller sur Amazon, c'est sortir du capitalisme. Ces mots étonnants ne sont pas les miens, mais ceux de l'économiste Yanis Varoufakis. Dans son dernier livre, il présente une nouvelle théorie économique, le techno-féodalisme. Selon lui, nous aurions déjà basculé dans une sorte d'ère post-capitaliste, qui serait en réalité bien pire que le capitalisme lui-même. Yanis Varoufakis, vous en avez peut-être entendu parler en 2015. C'est l'homme politique grec qui a résisté à la Commission européenne, la Banque centrale européenne, au Fonds monétaire international, dans des séquences politiques et médiatiques où il n'a jamais hésité à aller à la confrontation au point d'être détesté par certains responsables au sein de l'Union européenne. En guerre contre l'austérité, pendant 5 mois, il tente d'imposer un plan de restructuration de la dette à l'Europe. Mais sa personnalité, son style provocateur passe mal. Sous les feux des caméras, Varoufakis quitte le ministère des Finances et enfourche sa moto. À Bruxelles, il y a 10 jours, il est écarté par ses collègues de l'Eurogroupe. C'est un mauvais jour pour vous ? C'est un mauvais jour pour l'Europe. Bref, c'est lui qui, au cœur de la crise de la dette grecque, avec une pression maximale sur les épaules, a refusé de céder pour défendre sa vision de l'économie, ainsi que le résultat des urnes grecques, au point de démissionner du gouvernement en 2015. Depuis, il continue d'alimenter le débat intellectuel mondial et de proposer des alternatives au système néolibéral. Adoubé par les uns, désavoué par les autres, il propose des réponses à ces questions. Pourquoi et comment reprendre le pouvoir sur l'économie ? Que se passera-t-il si nous ne le faisons pas ? Qu'est-ce que le techno-féodalisme ? Réponse tout de suite dans cette nouvelle émission économique pour Blast. Yanis Varoufakis, bonjour. Bonjour. Vous êtes accompagné de Victor Acher-Guéry, votre traducteur, qui va assurer la traduction en simultané pendant toute cette interview. Alors, on va refaire une petite présentation. Vous avez forgé votre réputation d'économiste hétérodoxe dans les salles de prestigieuses universités, de l'université d'Athènes à l'université de Texas, à Austin. Vos travaux académiques reconnus internationalement ont remis en question les dogmes économiques libéraux et proposé des alternatives pour un système économique plus équitable. Mais c'est en tant que ministre des Finances de la Grèce, en 2015, au plus fort de la crise de la dette, que vous avez véritablement capté l'attention mondiale. Vous avez refusé de vous plier aux diktats de l'austérité imposés par la Troïka. Vous êtes devenu le symbole de la résistance grecque face aux politiques d'austérité européennes. Alors, petit rappel des faits, le 27 janvier 2015, vous êtes nommé ministre des Finances de la Grèce au sein du gouvernement Syriza, dirigé par Alexis Tsipras. Votre mandat de 162 jours a été marqué par d'intenses négociations avec les créanciers de la Grèce, la Commission européenne, la Banque centrale européenne et le Fonds monétaire international. Donc, c'est ce qu'on appelle la Troïka. Vous avez, plaidé pour une restructuration de la dette et vous vous êtes opposé aux mesures d'austérité qui étaient proposées. Le 27 juin 2015, le gouvernement grec annonce un référendum sur l'acceptation des conditions proposées par les créanciers. Le 5 juillet, le peuple grec vote. Il vote contre. 61% des électeurs rejettent ces conditions. Et malgré le résultat, sous la pression, le gouvernement de Tsipras décide de poursuivre les négociations. Face à cette décision, vous présentez votre démission le 6 juillet 2015. Alors ça a été un passage éclair au gouvernement. Et bien que controversé, vous avez laissé une empreinte indélébile sur la politique européenne. Vous avez porté sur la scène internationale les débats sur la restructuration de la dette, la démocratisation de l'Union européenne et la nécessité d'un nouveau modèle économique pour le vieux continent. Alors, vous avez écrit de très nombreux livres, dont un, Conversations entre adultes, qui retrace un peu les coulisses de ces négociations, qui a été adapté au cinéma par Costa Gavras, un film que je recommande vivement, Adult in the Room. Aujourd'hui, vous revenez avec un nouveau livre, Les nouveaux serfs de l'économie. Ça a été traduit aux éditions Les Liens qui libèrent. Et alors, dans ce livre, vous vous concentrez sur le numérique. Selon vous, les propriétaires de la grande technologie sont devenus les seigneurs féodaux du monde, remplaçant le capitalisme par un système fondamentalement nouveau qui asservit nos esprits, défie la démocratie et réécrit les règles du pouvoir mondial. Pour vous, le capitalisme est mort, au sens où sa dynamique ne gouverne plus l'économie. Il a été tué par le capital. Avant d'aller plus loin, j'ai besoin que vous donniez votre définition du capital et du capitalisme. Comment cela est-il possible ?
Capital is anything Le capitalisme, c'est tout ce que nous reproduisons pour produire autre chose. Donc un tracteur, par exemple, vous le créez, par exemple, pour produire du maïs, pas pour le conduire dans les rues de Paris. Par exemple, une canne à pêche, on la produit pour attraper des poissons. Donc c'est la production des moyens de production. Le capitalisme est un système. On a toujours eu du capital. Le capitalisme, c'est un système où la propriété des moyens de production became the source of power. est devenue la source du pouvoir. The feudalism, it was Sous le féodalisme, c'était le fait d'être propriétaire terrien. Il y a toujours eu des biens capitaux, mais ils étaient marginaux. Si vous étiez propriétaire terrien et que les gens vivaient sur vos terres, vous preniez une part de ce qu'ils produisaient en tant que seigneur féodal. the Notre-Dame. Et ça vous donnait l'occasion de créer Notre-Dame, les cathédrales, ça vous donnait le pouvoir de lever des armées. Sous le capitalisme, ce n'est pas la terre, mais les machines, la propriété des machines qui vous donnait pouvoir sur le travail des gens. Donc ça, c'est la connexion entre le capital et le capitalisme. On avait du capital avant le capitalisme. Et mon point de vue à présent, c'est que Total triumph of capital has led to a mutation of capital. Capital is like a virus. l'évolution du capital, on a vu une mutation du capital qui est devenue plus toxique. Et comment ce changement s'est-il effectué selon vous? Slowly. Lentement, ça s'est fait lentement, 15 years. pour des 15 dernières années. Initially, we had the internet, which was a Au début, capitalism nous free zone. avions l'Internet, c'était une zone libre du capitalisme. Vous êtes trop jeune pour vous en souvenir. Mais dans les années 80, 90, quand j'utilisais l'Internet, ça ne s'appelait même pas l'Internet à l'époque. On appelait ça, Janet, le réseau universitaire It was like a collaborating. conjoint. Et c'était quelque chose, c'était un travail collaboratif. Il n'y avait pas de marché, il n'y avait pas de capital impliqué. The beginning of techno-feudalism is when Les débuts du technoféodalisme, c'est quand cet Internet est privatisé, pour une raison simple. the people who created Les gens qui ont créé Internet ont oublié de vous donner l'occasion de prouver qui vous êtes sur Internet. Une identité numérique. L'État français vous donne un passeport, une pièce d'identité qui vous permet de prouver qui vous êtes. C'est entre vous et l'État. Mais si vous y réfléchissez, aujourd'hui, sur Internet, on ne peut pas prouver qui l'on est. Il faut supplier votre banque de vous fournir une preuve que vous êtes qui vous dites être. Et vous devez aussi supplier Google et Facebook. Et c'est ça, en fait, qui a permis à des entités privées comme Google, Facebook, Amazon de privatiser l'Internet. C'était la première étape. La deuxième étape, c'était après la crise financière de 2008, lorsque Nicolas Sarkozy et Gordon Brown en Grande-Bretagne et bien sûr Obama et les autres se sont réunis en avril 2009 à Londres et ils ont décidé d'imprimer 35 000 milliards de dollars pour donner aux banquiers. Une grande partie de cet argent a été créé, a été utilisé en fait par des gens comme Zuckerberg et Bezos pour construire ce que j'appelle le capital cloud. On reviendra un petit peu sur ce qu'est le capital cloud. J'aimerais revenir sur les transformations du capitalisme. Vous prenez l'exemple donné dans un épisode de la série télévisée Mad Men sur l'essor du secteur publicitaire dans les années 60. L'emblématique directeur créatif Don Draper explique à sa protégée Peggy comment penser à la barre chocolatée Hershey dont leur agence assure la campagne de publicité. Sa philosophie du marketing résume parfaitement l'esprit du temps. Le produit, c'est toi, ce que tu ressens. Ou pour le dire avec les mots de James Ponnier-Wozick, on n'achète pas une barre chocolatée pour quelques grammes de cacao, on l'achète pour retrouver le sentiment d'être aimé, comme cette fois où votre père vous avait offert une barre de chocolat pour vous remercier d'avoir tondu la pelouse. C'est l'exemple que vous prenez. La marchandisation en masse de la nostalgie à laquelle Draper fait allusion constitua pour le capitalisme un point de bascule. Alors que les grands enjeux des années 60 avaient trait à la guerre du Vietnam, au mouvement des droits civiques et aux institutions susceptibles de civiliser le capitalisme, le système d'assurance santé Medicare, le programme de bons alimentaires, l'État-providence, Draper mettait le doigt sur une mutation fondamentale de l'ADN de ce dernier. Il ne suffisait plus de fabriquer avec efficacité des choses dont les gens avaient envie. Le capitalisme supposait désormais la pratique experte des désirs. Ce système était constitué à partir de la quête acharnée pour donner un prix aux choses qui jadis
jadis n'en avaient pas. Les terres communales, le travail des femmes et des hommes, tout ce que les familles d'antan produisaient pour leur propre subsistance, du pain, du vin, des pulls en laine, toutes sortes d'outils. Comment cet extrait de votre livre a-t-il un rapport avec ce techno-féodalisme que vous décrivez aujourd'hui? This has replaced Don Draper. Ceci a remplacé Don Draper. C'est ça le lien. Mais revenons-en au début. In the first 150 years of Durant les premières 150 années du capitalisme, les marchés et les capitalistes dans les marchés remplissaient des désirs préexistants. Les gens avaient besoin de pain, donc les capitalistes ont créé les machines qui transformeraient la farine en pain. À partir des années 30, mais surtout après la guerre, on a des grands conglomérats. Ce n'est plus le boucher, le boulanger. Maintenant, on a Henry Ford, Westinghouse, Coca-Cola, des grands conglomérats. had the capacity to produce. Et ils ont la capacité de produire une grande quantité de biens, ce qui veut dire que pour les produire de manière bénéficiaire, ils devaient produire deux choses de la même manière. The commodity Le produit en lui-même and the desire. et le désir de consommer ce produit. Don Draper comes in. C'est là que Don Draper arrive. Il s'assied sur le canapé, il boit son whisky, il s'enivre. Vous avez vu Mad Men, bien sûr. Has brilliant ideas. Et il a des idées brillantes sur la manière dont on va transformer le fétichisme d'un bien en une demande pour ce bien. Donc, quand il dit à Peggy, Chocolate bar. You don't sell chocolate. quand il lui dit « on ne vend pas du chocolat », il lui explique qu'on vend le souvenir émotionnel de la relation à son père avec la barre chocolatée. Telling us about the new spirit of Il nous parle du nouvel esprit du capitalisme monopolistique de conglomérat. in the 1960s. C'était dans les années 50, 60, un peu dans les années 70. C'était l'esprit de l'époque. How the creation of desire and the La manière dont on créait le désir et le bien, et ça se faisait par le même conglomérat. Mais aujourd'hui, et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, nous avons l'automatisation, la version automatisée de Don Draper. when you talk to your machine, Lorsque vous parlez à votre machine, Siri, Google Assistant, Alexa, ça n'a pas d'importance. Et lorsqu'on lui donne des ordres, réveillez-moi à 6 heures du matin, ou commandez du lait, ou faites une réservation pour que j'aille ici ou là, en fait, vous formez cet algorithme à vous entraîner, à l'entraîner, à mieux vous connaître, so that it gives you advice. pour qu'elle vous donne des conseils sur ce que vous devriez acheter. Alors, ce n'est pas du lavage de cerveau, ce sont des bons conseils, mais une fois qu'elle vous a donné ces bons conseils, It influences you elle vous influence to buy something else. pour vos achats futurs. Et donc, ça modifie votre comportement. The job that Don Draper was doing Donc, subtilement, le travail que faisait Don Draper est en train d'être remplacé par ce capitalisme cloud. C'est une machine, unlike the mais industrial robot. contrairement aux robots industriels qui construisent automatiquement des voitures, It's a machine that modifies your behavior. c'est une machine qui modifie votre comportement. Elle ne produit rien, elle produit du pouvoir pour le propriétaire de cette machine, le pouvoir de modifier votre comportement et le pouvoir de créer un nouveau type de féodalisme où le seigneur féodal, qui est le propriétaire de cette machine, il a la capacité de créer un fief cloud dans lequel les consommateurs fournissent au propriétaire de ce fief une grande quantité de valeur qu'il n'a pas produit lui-même. Alors, dans ce livre, vous distinguez les technoprolos, les technoserfs et les vassaux. Qu'est-ce que les technoserfs, pour commencer? You are. Vous êtes un technoserf, moi-même, nous le sommes tous. À chaque fois que vous faites un tweet, vous mettez quelque chose sur X, sur Instagram, sur TikTok, à chaque fois que vous téléchargez une vidéo, vous faites quelque chose qui ne s'est jamais produit dans l'histoire de l'humanité. Free labor. Du travail gratuit, votre travail gratuit a produit du capital. Pas juste une vidéo. La vidéo, c'est une vidéo. By uploading. Mais en téléchargeant cette vidéo, en la faisant monter sur TikTok, vous rendrez TikTok plus attractif pour d'autres personnes. C'est pour ça qu'on est sur Twitter, parce que d'autres personnes nous écoutent. Donc c'est nous qui donnons à Twitter la capacité de collecter un loyer pour Elon Musk
ou pour les propriétaires de TikTok respectivement. Up until now, Jusqu'à présent, le capital était produit par du travail salarié. Vous vouliez construire une machine à vapeur, vous employez des travailleurs, vous les exploitez, mais vous les employez et vous les payez. Maintenant, nous contribuons en utilisant notre travail gratuit, volontairement, peut-être même que ça nous plaît, ça n'a pas d'importance, mais nous travaillons gratuitement pour créer le capital de quelqu'un d'autre. Nous sommes des serfs cloud. Mais on n'a pas l'impression de travailler. well, the worst tyranny La pire tyrannie, that we voluntarily C'est- who volunteer to. celle à laquelle on se soumet volontairement. Feminists always knew that. Les féministes l'ont toujours su. Le pire patriarcat, c'est celui que les femmes acceptent. Revenons sur les technoprolos. Les technoprolos, c'est ceux qui travaillent, eux, pour le coup, de manière rémunérée pour faire fonctionner et enrichir ce nouveau capital. Let me give you an example. Je vais vous donner un exemple. Mechanical Turk. Mechanical Turk, ça appartient à Amazon. C'est un site web qui appartient à Jeff Bezos. Pendant que nous parlons actuellement, aujourd'hui même, il y a 65 millions de personnes Labored on Mechanical Turk. qui What happens is travaillent sur Mechanical Turk. Donc vous rentrez sur votre ordinateur portable et ça vous donne des tâches de comptabilité, compter des photographies, du travail prolétaire. Et vous êtes payé à la pièce, à la minute, the work that you produce on a quantitative basis. en fonction du travail que vous avez fait sur une base quantitative. But you work on the cloud. Donc vous travaillez sur le cloud, vous ne saurez jamais qui est votre employeur, vous n'avez même pas la capacité de parler à votre employeur. You get no holiday pay. Vous n'avez pas de congés payés, vous n'êtes pas couvert en cas de maladie, vous êtes un prolétaire du cloud. Even more traditional proletariats. Même le prolétaire plus traditionnel, les femmes et les hommes qui travaillent dans les hangars d'Amazon ou d'Alibaba, ils ont un de ces dispositifs qui est accroché à leur poignet, qui leur dit où aller dans le hangar pour prendre tel paquet, l'emmener à tel endroit. Et si vous êtes trop lent, il commence à sonner. C'est Charlie Chaplin, c'est les temps modernes, mais dans le cloud. C'est le même algorithme que celui que vous utilisez pour acheter des choses sur Amazon. Ce n'est plus du capitalisme, c'est quelque chose de pire, quelque chose qui est de manière spectaculaire et de manière radicale bien pire. Est-ce que ce n'est pas simplement un retour en arrière, un retour à des conditions très difficiles, sans aucune protection sociale pour les travailleurs? Yeah, well, that has been happening a long time ago. You know, from the 1970s. Ça se produit depuis les années 70. La condition de la classe ouvrière dans l'Occident a empiré. 1973, c'était le zénith des droits des travailleurs. Après l'effondrement du système Bretton Woods, avec la financiarisation, avec la mondialisation, les conditions de la classe ouvrière se sont dégradées aux États-Unis, mais aussi en Europe. What techno-feudalism has done Ce qu'a fait le technoféodalisme, c'est deux choses. D'abord, il a accéléré le taux de dégradation des conditions des prolétaires du cloud, et il a créé une nouvelle classe d'emplois précaires, comme les serfs du cloud et comme les gens qui travaillent chez cette entreprise d'Amazon. Qui sont ces vassaux? If you're a capitalist, Parce que si vous êtes un capitaliste et que vous produisez par exemple des lunettes ou des vélos électriques, increasingly you have to sell de plus en plus vous devez vendre sur Amazon ou sur Alibaba ou sur l'une de ces plateformes. Les propriétaires de ces fiefs cloud prennent 30 à 40% de vos revenus. Donc vous êtes un vassal de ces seigneurs technoféodaux. Et votre capacité en tant que capitaliste à exploiter les travailleurs est elle-même exploitée par les cloudalistes, ceux qui sont propriétaires du capital cloud. Donc vous devenez un vassal. Donc ce n'est plus du capitalisme, c'est pour ça que je le lis. Donc les trois catégories que l'on vient de citer, finalement pour vous sont des perdants. Qui gagne? Les propriétaires du capital cloud. C'est très simple. Soit vous êtes propriétaire de capital cloud,
dans le monde dans lequel nous vivons. C'est-à-dire que vous faites partie du 0,00001% de la population, soit vos perspectives d'avenir dans ce monde sont en train de se dégrader. Vous dites que l'incarnation de ce gagnant-là, c'est Elon Musk. Pourquoi ? Vous savez pourquoi ? Parce qu'il n'a pas commencé en tant que propriétaire de capital cloud. Il a commencé en tant que capitaliste normal. Il faisait des voitures. Il a fait des fusées. Il produit ces puces que l'on implante dans le cerveau. Ce sont des activités très intéressantes d'ailleurs. Mais il était très ennuyé. Il n'était pas propriétaire de capital cloud. C'est pour ça qu'il a acheté Twitter. Parce qu'il voulait connecter son capital traditionnel au monde techno-féodal. Et je lisais le Financial Times, Le Monde, The Guardian. Il disait toujours « il est fou, quelle folie d'acheter Twitter ». Ce n'était pas fou du tout. Il a compris. Il voulait avoir accès à votre travail gratuit, pas juste au travail des prolétaires, des humains qui travaillent pour Tesla. Et ensuite, il a juste concrétisé cela. Tandis que nous parlons, parce qu'il a investi dans le capital cloud, il gagne beaucoup d'argent sur les voitures Tesla après les avoir vendues. Parce que quand vous conduisez votre Tesla, si vous êtes propriétaire d'une Tesla, si vous étiez propriétaire d'une Tesla, beaucoup de gens sont propriétaires d'une Tesla, et de plus en plus de gens en achèteront. Quand vous conduisez la Tesla, le capital cloud dans Tesla est connecté à Twitter et à Starlink parce qu'il a aussi des satellites. Et il sait quelle musique vous écoutez, quand vous allez au supermarché, quel film vous avez regardé la veille, qui est connecté à la chanson que vous écoutez aujourd'hui. Il sait quand vous parlez à vos amis au téléphone, pendant que vous écoutez la musique dans votre voiture, et ça permet au capital cloud d'Elon Musk de développer une capacité fantastique à vous convaincre à travers Amazon ou Alibaba ou à travers quelqu'un d'autre, à travers une opération française. Ça lui permet de vous convaincre d'acheter quelque chose. Et il obtient plus d'argent de la voiture Tesla avec le capital cloud qu'en vendant la voiture. Et ça, c'est quelque chose que Volkswagen et Peugeot ne peuvent pas faire. C'est pour ça que Peugeot et Volkswagen sont finis. Les Chinois pourront le faire. Les Américains peuvent le faire avec Tesla. Nous sommes à la traîne. Et c'est selon cette logique que vous écrivez qu'aller sur Amazon, c'est sortir du capitalisme. Oui. C'est ce que c'est. Les gens disent, Yanis, quelle est la différence ? C'est un monopole. Quelle est la différence avec un marché monopolistique, capitaliste traditionnel ? Vous allez imaginer dans un supermarché à Paris qui appartient à un homme. Ils existent. Quelle est la différence ? Je vais vous dire quelle est la différence. Si vous allez dans un centre commercial et que vous regardez la vitrine, on voit la même chose si on va dans la vitrine. Mais si vous et moi, on ouvre notre ordinateur portable et qu'on va sur Amazon.com et qu'on tape la même chose comme générateur électrique ou chargeur de téléphone portable pour votre Samsung ou mon Apple, vous aurez des vendeurs différents des miens, car le système nous connaît individuellement. Et les différents vendeurs sont là pour maximiser le loyer que Jeff Bezos peut tirer de son fief cloud. Donc c'est l'équivalent de rentrer dans un centre commercial, on regarde la même vitrine, c'est comme si on regardait la même vitrine mais qu'on voyait des choses différentes. Et ça, ce n'est pas le capitalisme. Bienvenue dans le techno-féodalisme. Pourquoi est-ce que vous aviez besoin à ce point d'utiliser un nouveau mot qui a l'air compliqué, un nouveau concept, pour pouvoir désigner ce phénomène au lieu de parler d'un capitalisme qui serait guidé par le numérique, par exemple, ou par la technologie ? Words matter. Les mots ont leur importance. Les mots nous alertent sur ce qui se passe autour de nous. Je vais vous donner un exemple. Imaginez que nous soyons en 1800 à Paris.
On boit du café au bistrot et on discute, on parle du monde. Nous savons déjà que le féodalisme est mort. But wherever we looked, Mais en 1800, on voyait encore du féodalisme. the fact that the capitalist virus Le fait que le virus capitaliste était déjà en train de tuer le féodalisme et de subjuguer le féodal et l'économie basée sur l'État, sur le capitalisme, ce n'était pas forcément évident pour un observateur de l'époque. On aurait pu dire que ce n'était pas du capitalisme. On aurait pu dire que le nouveau système, c'est du féodalisme basé sur le marché. Et vous n'auriez pas eu tort à l'époque. But by calling it something different, Mais en disant que c'est quelque chose de différent, en utilisant un nouveau mot, en l'appelant capitalisme, d'un seul coup, on s'est rendu compte que c'était une transformation significative, c'était un changement. Et c'est pour ça qu'on fait ça. On a besoin d'un nouveau mot pour prendre conscience du fait que les choses ont profondément changé. Ce n'est pas juste un nouveau variant du capitalisme. Ce qu'on comprend donc dans votre livre, c'est qu'on est en train de basculer dans une nouvelle ère. C'est une bascule absolue, et c'est aussi une bascule sur le plan géopolitique. Selon vous, c'est ce techno-féodalisme qui régit l'ordre mondial, et on voit ça notamment quand on regarde ce qui se passe au niveau des États-Unis et de la Chine. yeah. Before we go to US and China, Avant de parler des États-Unis et de la Chine, comme nous sommes à Paris, we have, wherever you turn your eyes or your ears to, où que vous vous tourniez ici en Europe, nous avons ce pessimisme concernant l'Europe. Nous savons qu'il y a un problème avec l'Europe, que l'Europe se fragmente. Notre système politique est en train de faire fausse route. Où que nous nous tournions, nous voyons de l'hypocrisie, des demi-vérités. Nous voyons que l'Union européenne effectively absent. est essentiellement absente sur la scène mondiale, qu'il s'agisse des processus de paix en Ukraine, et j'espère que ça sera le cas. Mais qui va représenter l'Europe ? Macron ne représente que la France, Scholz ne représente même pas son propre pays. Pourquoi cela ? Je pense qu'il y a une raison plus profonde à cela. L'Europe n'a pas de capital cloud. Si j'ai raison, et qu'aujourd'hui, c'est la propriété du capital cloud qui vous donne du pouvoir, qui en a ? Les États-Unis et la Chine. Nous n'en avons pas. Nous parlons de réguler l'intelligence artificielle, ceci et cela. Les gens nous regardent depuis l'extérieur de l'Europe et ils rigolent. Nous n'avons pas l'instrument qui génère du pouvoir, le capital cloud. Et ça répond Alludes to my chapter in which I à votre question lorsque vous parlez de ce chapitre où je parle de la nouvelle guerre froide entre l'Amérique et la Chine, which is bipartisan. qui est bipartisane. Donald Trump l'a lancé, et ensuite, Joe Biden arrive, Who was supposed to be the anti-Trump. qui était censé être l'anti-Trump, et au lieu d'inverser la guerre froide contre la Chine, il a doublé la charge. Pourquoi ? Parce que la Chine et les États-Unis sont les deux endroits où il y a beaucoup de capital cloud, et il y a une guerre, une confrontation entre les deux. Et l'Amérique fait face à un danger présent et imminent de perdre son hégémonie mondiale, qui dépend du dollar en tant que système de paiement, en tant que monnaie mondiale, parce que les Chinois sont en train de développer une monnaie digitale qui peut faire concurrence au dollar. C'est ce dont je parle dans le livre. Donc on comprend que le techno-féodalisme, en tout cas ce que vous appelez le techno-féodalisme, modifie complètement l'ordre du monde, de l'économie. Et ce qu'on essaie de faire ici à Blast, c'est quand même de rappeler les conséquences de ces systèmes et de ces théories sur nos vies. Pour les gens qui nous regardent, quelles sont les conséquences du techno-féodalisme sur leur vie quotidienne, aujourd'hui et à l'avenir ? Gigantic. Des conséquences gigantesques. You know, the other day somebody said to me, Vous but savez, Yanis, l'autre jour, on m'a dit « Mais Yanis, je ne suis pas propriétaire d'un de ces smartphones, j'ai un vieux Nokia qui n'est pas un appareil intelligent, qui ne se connecte pas au cloud. » Et ce que je lui ai dit, c'est « Ça n'a pas d'importance, car vous vivez
dans un collectif, dans une société, et le cloud capital a tout changé dans l'environnement collectif dans lequel vous vivez, même si vous, individuellement, n'êtes pas connecté. Votre vie est infiniment différente de ce qu'elle aurait été sans le capital cloud. Je vais vous donner des exemples. When cloud capitalists Lorsque les capitalistes cloud prennent 30 à 40% de tout ce que vous leur payez et qu'ils l'emmènent aux îles Caïmans, et ils ont des milliards et des milliards et des milliards là-bas, cet argent est retiré de votre économie. Ça réduit la quantité d'argent disponible pour les travailleurs, pour les biens qui sont produits, pour le pain, etc. Pour les croissants, ça affecte vos croissants. La demande descend. Donc, les gouvernements peuvent prélever moins d'impôts, mais il a toujours le même budget, donc il augmentera vos impôts. Lagarde that creates more inflation. fait tourner la planche à billets, ça crée de l'inflation, les prix montent, donc tout est connecté. Vous ne pouvez pas échapper au technofédalisme. Ensuite, demain, s'il y a une guerre nucléaire entre les États-Unis et la Chine concernant le contrôle du cloud capital, ça vous affectera, même si vous avez un Nokia. Quel est l'objectif de votre livre? Est-ce que vous espérez que ça fasse changer les choses au niveau des gouvernements ou est-ce que c'est vraiment adressé au grand public? Quel est l'objectif final? It's always for the broader public. C'est toujours pour le public. Le gouvernement ne changera jamais. I have had an experience of that. J'en ai fait l'expérience. Une fois que vous êtes à l'intérieur, You metamorphosize yourself. vous êtes métamorphosé. Soit vous devenez un caméléon, vous reflétez ce qui vous entoure, ou vous êtes éjecté, ou vous sortez vous-même. Mon livre, c'est pour le public, et c'est là que se trouve le pouvoir. Les puissants The power from you. obtiennent le pouvoir de vous. Comme le disait le marquis de Condorcet, The secret to the power of the tyrant le secret du pouvoir du tyran, ce n'est pas ses armes, ce secret se trouve dans l'esprit de ceux qui sont oppressés. Donc, pour comprendre ce qui se passe, c'est la première étape. Et c'est ça que j'essaie de faire avec ce livre. Dans le livre, vous prenez beaucoup d'exemples concrets, vous parlez également de votre vie personnelle et effectivement, vous vous adressez régulièrement à vos lecteurs. Qu'est-ce que vous attendez des gens qui vous lisent? Qu'est-ce qu'on peut faire une fois qu'on fait ce constat dans nos vies, nous en tant que citoyens, pour changer tout ce système qui est extrêmement délétère, vous l'avez dit, pour la majorité de la population? Well, I don't believe in telling people what to do. Je ne crois pas au fait de dire aux autres ce qu'ils sont censés faire. That would be, too arrogant. Ce serait trop arrogant de ma part. What I do hope they realize. Mon espoir, c'est qu'ils se rendent compte, tout d'abord, qu'il y a une nouvelle forme de capital qui est un danger clair pour nos sociétés. To break it up. Et la solution n'est pas de le détruire, de le disloquer. La seule manière de le faire travailler pour nous, c'est en le transformant en un bien commun et non pas un bien privé. Exactly the same way that, De la même manière to treat the atmosphere. que nous devrions traiter l'atmosphère comme un bien commun. On doit traiter le cloud capital de la même manière. C'est quelque chose dont nous devons être collectivement propriétaires. Il faut chercher ensuite des manières politiques de le faire. Moi, je peux vous parler de ce que moi je fais. Je fais partie d'un mouvement européen de Progress International que j'ai mis en place avec Bernie Sanders. Chaque Black Friday en décembre, nous faisons une grève contre Amazon, contre le techno-féodalisme, le capital cloud. Et nous avons un hashtag « Faire payer Amazon ». Et on a une grève dans les hangars d'Amazon qui commence au Vietnam, qui traverse le monde entier, passe par l'Allemagne, va jusqu'à Seattle. Et nous essayons d'organiser les serfs du cloud et les prolétaires du cloud.
C'est ce que je dis. Ce n'est pas ce que je dis de faire à mes lecteurs. Ce que je dis à mes lecteurs, c'est voici la manière dont je pense que le monde fonctionne. Prenez vos responsabilités sur ce que nous allons faire collectivement à propos de cet état de fait. Comment est-ce qu'on fait pour que le cloud capital soit un bien commun ? Vous dites que la social-démocratie, notamment, n'est pas la solution. He says social democracy is not about ownership. La social-démocratie ne parle pas de propriété. C'est ça son problème. Ils esquivent la question. Ils parlent de revenus, mais ils ne parlent pas de propriété. The Social Democrats was L'idée des sociodémocrates, c'était of industry on one side of the de table. dire on prend les capitalistes d'un côté et les syndicats de l'autre, et on prend une part des bénéfices des capitalistes, on les donne aux travailleurs, et on en donne une part aux hôpitaux et une part à l'État. Mais on ne taxe pas la propriété. Ça ne marchera jamais. C'est pour ça que la social-démocratie est morte. Nous devons socialiser les moyens de production et de modification comportementale. It's not. Ça a l'air très abstrait, So, why do you need Uber? mais pourquoi avez-vous besoin d'Uber pour être à Paris? On n'en a pas besoin d'Uber. Il faudrait interdire Uber. Il faudrait créer à Paris, dans la municipalité, une application qui vous permet de réserver des taxis, qui vous permet de me réserver, qui permet à moi en tant que visiteur de réserver un appartement et créer l'algorithme de telle sorte qu'il permette d'optimiser le bien-être des Parisiens. Réduire les embouteillages, réduire les temps d'attente, Book your apartment without you losing. me permettre de réserver un appartement, une location, sans que vous deviez donner une part de 20% à Airbnb, réduire le nombre de jours pendant lesquels je peux louer ces appartements pour qu'Airbnb ne détruise pas des quartiers entiers dans Paris. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas avoir une application qui emploie des codeurs locaux pour créer avec des contenus locaux et pour qu'à la fin, le surplus soit laissé à la communauté locale? Que se passe-t-il si on n'arrive pas à avoir un capital cloud commun, si on n'arrive pas à appliquer ce que vous dites? I think we're finished as a species. Je pense qu'en tant qu'espèce, nous sommes finis. Je suis sérieux. Like a major statement, but On dirait que c'est vraiment une déclaration alarmiste, mais nous sommes sur une planète que nous détruisons. Nous devons arrêter d'utiliser les carburants, les énergies fossiles. Nous devons arrêter, mettre fin à cette inégalité totale entre le Nord et le Sud, mais aussi au sein même de nos communautés. Le capital cloud empoisonne nos conversations, non pas à cause des lubies d'Elon Musk, mais parce que le capital cloud accumule plus et plus vite lorsque nous sommes énervés les uns contre les autres, lorsque nous sommes en colère, lorsque nous nous parlons. Donc le capital cloud est conçu pour empoisonner nos conversations et pour nous distraire de notre intérêt commun. Donc si le cloud capital continue d'appartenir au 0,0001%, on ne va pas pouvoir se coordonner sur la bonne manière de mettre fin à la catastrophe climatique et sur la manière de prendre soin de nos communautés pour qu'ils ne soient pas repris en main par les fascistes, par les Le Pen. Donc on parle vraiment de la survie de l'espèce quand on parle de socialisation du capital cloud. Ce que vous expliquez, c'est qu'on a besoin d'un changement total de paradigme, c'est-à-dire une intervention très forte des pouvoirs publics, une nécessité de pensée collective. On doit réussir à penser un avenir commun quand tout nous pousse à penser un avenir individuel. Donc ça passe par l'information. C'est ce que vous faites dans votre livre, c'est ce qu'on essaie de faire ici à Blast. Mais ce qu'on constate, c'est que même quand les gens sont informés, ce qui est déjà difficile, même quand ils s'expriment dans les urnes, leur volonté n'est pas respectée. Et c'est ce que vous avez vécu en Grèce, quand le peuple grec a voté en 2015 contre les mesures d'austérité et qu'elles ont quand même été appliquées.
Comment est-ce qu'on fait face à ça? Ou même en tant que citoyen, on ne se sent pas écouté. Et on a un exemple récent en France avec les élections législatives où la volonté des gens n'a pas vraiment été respectée. Et ce qu'on constate, c'est simplement qu'il y a des jeux politiciens et à la fin, le peuple a l'impression de ne pas avoir de pouvoir sur la politique. We must not be deluded. Nous ne devons pas nous bercer d'illusions. We don't have democracy. Nous n'avons pas une vraie démocratie. Our constitutions. Nos constitutions, au premier lieu desquelles la Constitution américaine, qui était la première, elle a été créée pour s'assurer que le peuple, le démos, n'a pas le contrôle de la démocratie. C'était ça le but. Ce n'était pas un accident, ce n'était pas un échec. C'était conçu pour cela. We live in oligarchies. Nous vivons dans des oligarchies avec des élections régulières. And when we vote in a way that the oligarchy doesn't want, Et lorsque nous votons d'une manière qui contrevient aux intérêts de l'oligarchie se débarrasse toujours de la volonté du peuple. this without passion. Je dis cela sans passion, sans colère. Simplement acceptons-le Rethink politics. et repensons la politique à partir de cela. We need Nous avons besoin de prendre le contrôle des processus politiques sur la base de ce que vous avez dit, de la collectivité. You see, we live in a world that Nous vivons dans un monde, je dis techno-féodal aujourd'hui, on disait capitaliste hier, ça n'a pas the regime we live in. vraiment d'importance. Mais il faut vraiment réfléchir au régime dans lequel nous vivons. On vit dans un régime à l'idéologie individualiste. L'idée qu'il y a des individus qui produisent des richesses et ensuite l'État vient et collectivise cette richesse à travers les impôts. C'est ce que pense Elon Musk, c'est ce que pense Macron. La réalité, c'est que nous produisons des richesses ensemble, collectivement, mais certaines personnes viennent privatiser cette richesse. Avec le cloud capital, ceux qui privatisent la richesse, c'est ceux qui ont réussi à faire rentrer leurs tentacules dans nos cerveaux. Donc on doit se débarrasser maintenant, on doit changer la manière dont on réfléchit avant même d'avoir la chance de parler, même d'avoir la possibilité de parler de peuple sans même parler de démocratie. Au vu du constat très noir que vous faites, est-ce que vous avez de l'espoir? It is a dark world. Écoutez, le monde est très sombre, le monde est vraiment très sombre. Mais dans l'obscurité, il suffit d'une bougie pour créer assez de lumière pour qu'on puisse imaginer un monde dans lequel l'obscurité est vaincue. Donc le pessimisme de l'esprit est essentiel, mais l'optimisme du cœur, ça c'est Antonio Gramsci qui disait cela. Merci beaucoup Yanis Varoufakis d'avoir été avec nous sur le plateau de Blast. Et merci également à vous, Victor Acher-Guéry, d'avoir assuré cette traduction. Merci. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous cache pas qu'on s'est posé beaucoup de questions sur la traduction et sur comment rendre cela le plus accessible pour vous, les spectateurs, sachant que nous ne disposions que d'un temps très limité pour l'interview et qu'il n'était donc pas possible de poser les questions en français puis en anglais sans la compromettre. Ça fait un moment que je voulais ouvrir à l'international la rubrique économique de Blast. Et si ça vous a plu, j'aimerais vraiment continuer en interviewant d'autres intellectuels qui ne parlent pas français. Donc, dites-moi en commentaire. Premièrement, est-ce que ça vous intéresse ou est-ce que vous préférez les francophones? Deuxièmement, si l'idée vous plaît, que préférez-vous pour la traduction? Petit 1, une vidéo entièrement en anglais et sous-titrée. Petit 2, une vidéo en français avec un traducteur en voix off, c'est-à-dire que vous ne le verriez pas à l'écran. Ou petit 3, une vidéo comme aujourd'hui avec un interprète en plateau. Merci d'avance pour vos réponses. Vous pouvez aussi me suggérer des noms d'économistes étrangers qui seraient susceptibles, selon vous, d'être pertinents sur cette chaîne et que vous aimeriez voir invités ici. Enfin, je vous rappelle que nous sommes un média indépendant. Nous sommes financés par vous, notre audience. Donc si vous le pouvez, faites un don ou abonnez-vous sur blast-info.fr. Et moi, je vous dis à très bientôt.